Les lanternes dorées scintillaient dans le jardin de la villa Beaumont, créant une atmosphère de conte de fées qui contrastait cruellement avec la réalité de cette soirée. Manon observait la scène depuis sa voiture garée de l'autre côté de la rue, les mains crispées sur le volant de sa BMW. À travers les grilles en fer forgé, elle voyait sa belle-mère Diane rayonner au centre d'un cercle d'invités, un verre de champagne à la main et un sourire triomphal aux lèvres. « Thomas est enfin libéré !» s'exclamait Diane, sa voix portant dans l'air tiède de cette soirée de juin. « Mon fils peut maintenant épouser quelqu'un de son niveau social. » Les rires cristallins des invités résonnaient comme des gifles aux oreilles de Manon. Elle reconnaissait ces visages, ces gens qui l'avaient côtoyé pendant 3 ans, qui avaient mangé à sa table, qui l'avaient embrassé sur les joues avec de faux sourires. Aujourd'hui, il célébrait ouvertement son départ comme si elle n'avait jamais existé. Un homme en costume clair leva son verre. À la liberté de Thomas, plus jamais il n'aura à supporter cette petite employée sans ambition. Imaginez, elle pensait vraiment avoir sa place dans notre famille, ajouta une femme en robe de soie, provoquant une nouvelle vague d'hilarité. Heureusement qu'elle n'aura rien dans le divorce. Philippe n'a jamais rien mis à son nom, Dieu merci. Manon ferma les yeux un instant, laissant la douleur la traverser une dernière fois. 3 années de mariage, 3 années à être traitée comme une intruse dans sa propre famille, 3 années d'humiliation quotidienne qu'elle avait endurée par amour pour Thomas. Mais Thomas était là, près de la piscine, riant avec ses amis, visiblement soulagé d'être débarrassé d'elle. Elle rouvrit les yeux et son regard tomba sur son sac posé sur le siège passager. À l'intérieur, soigneusement pliés, se trouvaient les documents qui changeraient tout. Les actes de propriété, les certificats d'action, les testaments. Tout ce qui prouvait qu'elle était, depuis la mort de Philippe Beaumont il y a 1 an, la propriétaire majoritaire de l'empire hôtelier qui faisait vivre chacune de ces personnes. Un sourire glacial étira ses lèvres. Il célébrait dans Essa Villa, buvait son champagne, dansait sur ses stères. Demain matin, quand les avocats se présenteraient à leur porte, ils découvriraient que la petite employée sans ambition contrôlait leur destin depuis 12 mois. Son téléphone vibra. Un message de son avocat. « Madame Beaumont, tout est prêt pour demain. Les convocations seront distribuées à 9 heures précises. » Manon démarra le moteur, jetant un dernier regard vers la fête. Diane venait d'allumer les bougies d'un énorme gâteau sur lequel était écrit « Bon débarras Manon » en lettres dorées. L'assemblée applaudissait. Thomas souriait béatement. « Profitez bien de cette dernière soirée dans ma maison » murmura-t-elle en s'éloignant dans la nuit. « Demain, vous comprendrez qui était vraiment la petite employée. » Alors qu'elle roulait vers son appartement temporaire, Manon sentait son cœur battre différemment. Plus de peur, plus de tristesse. Juste une détermination froide comme l'acier. Philippe lui avait fait confiance. Il avait vu en elle ce que sa propre famille n'avait jamais voulu voir. Et maintenant, il était temps de leur montrer de quoi était capable la femme qu'ils avaient si cruellement sous-estimée. Demain, les masques tomberaient enfin. 3 ans plus tôt, un jeudi matin de printemps, Manon franchissait pour la première fois les portes dorées de l'hôtel Beaumont Palace. Elle venait d'épouser Thomas et découvrait enfin l'empire familial dont son mari parlait si peu. Dans le hall de marbre blanc, sous le lustre de cristal qui avait vu défiler les plus grands noms de Paris, elle se sentait petite dans son tailleur modeste acheté en solde. « Papa, je te présente Manon », avait dit Thomas avec une nonchalance qui cachait mal sa gêne. Philippe Beaumont s'était levé de son fauteuil en cuir derrière l'immense bureau d'acajou. À 68 ans, cet homme aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants imposait naturellement le respect. Mais quand il avait pris les mains de Manon dans les siennes, son regard s'était adouci d'une tendresse inattendue. « Bienvenue dans la famille, ma fille. » Ces mots, prononcés avec une sincérité que Thomas n'avait jamais manifestée, avaient réchauffé le cœur de Manon plus que tous les « je t'aime » de son mari. Au fil des mois, Philippe s'était pris d'affection pour cette belle fille si différente de sa propre famille. Alors que Diane ne parlait que de soirées mondaines et que Thomas passait ses journées au golf, Manon posait des questions pertinentes sur la gestion hôtelière. Elle s'intéressait aux nouveaux projets, proposait des améliorations pour l'accueil client, suggérait des innovations que Philippe trouvait brillantes. « Tu as l'œil », lui avait-il confié un soir,
alors qu'ils révisaient ensemble les plans de rénovation du Beaumont Riviera. « Tu comprends ce métier mieux que mon propre fils. » Diane avait rapidement perçu cette complicité naissante avec un mélange de jalousie et d'agacement. Lors des dîners familiaux, elle multipliait les remarques acerbes sur les origines modestes de Manon, sur son manque de savoir-vivre, sur son inadéquation avec leur monde. Thomas, lâche comme toujours, ne prenait jamais la défense de sa femme, préférant éviter les conflits avec sa mère dominatrice. « Philippe, tu accordes trop d'importance aux opinions de cette petite », avait lancé Diane un dimanche après que Manon eut suggéré d'installer un spa dans l'hôtel de Nice. « Elle ne connaît rien à notre clientèle. » Mais Philippe avait continué à valoriser les idées de Manon. Il lui confiait de plus en plus de dossiers, l'emmenait visiter les propriétés, lui enseignait les subtilités du luxe à la française. Pour la première fois de sa vie, Manon se sentait vraiment utile, vraiment appréciée pour son intelligence, plutôt que tolérée par charité. Un matin de novembre, Philippe avait fait une crise cardiaque mineure. Pendant sa convalescence, il avait demandé à Manon de l'accompagner chez son notaire. Dans l'étude feutrée de Maître Dubois, avenue Montaigne, il avait pris une décision qui bouleverserait tout. « Manon, j'ai 69 ans et le cœur fragile. Je veux m'assurer que mon œuvre ne mourra pas avec moi. » Il avait sorti des documents de sa mallette en cuir. « Ma famille ne comprend pas la valeur de ce que j'ai construit. Diane voit les hôtels comme des distributeurs d'argent, Thomas comme des terrains de jeu. Toi, tu vois ce qu'il pourrait devenir. » Manon avait protesté, gênée par l'ampleur de ce qu'il proposait. Mais Philippe avait insisté avec la détermination d'un homme qui sait ses jours comptés. « 60% de mes parts, Manon. À toi, via une fondation que tu contrôleras secrètement. Ils ne le sauront qu'après ma mort, quand il sera trop tard pour contester. » 6 mois plus tard, Philippe s'éteignait paisiblement dans son sommeil, emportant avec lui le secret qui ferait de Manon la femme la plus puissante de l'hôtellerie française. Le jour de l'enterrement, alors que Diane pleurait son veuvage et que Thomas calculait déjà son héritage, Manon avait serré dans sa main la clé que Philippe lui avait discrètement glissée quelques jours avant sa mort. La clé du coffre contenant tous les documents qui prouveraient bientôt qu'elle était devenue, sans que personne ne s'en doute, la vraie maîtresse de l'Empire Beaumont. « Tu es la fille que j'aurais aimé avoir », lui avait-il murmuré lors de leur dernière conversation. « Promets-moi de protéger ce que nous avons construit ensemble. » Aujourd'hui, alors que Diane célébrait sa liberté retrouvée, Manon s'apprêtait à tenir cette promesse. Demain, ils découvriraient tous que Philippe avait eu une dernière carte à jouer et qu'il l'avait mise entre les mains de la seule personne en qui il avait vraiment confiance. Le lendemain de l'enterrement de Philippe, l'étude de Maître Dubois ressemblait à un champ de bataille. Diane, vêtue d'un tailleur Chanel noir, occupait le fauteuil principal avec l'assurance d'une reine sur son trône. Thomas, nerveux, tripotait ses boutons de manchette en or. Manon s'était installée discrètement au fond, comme toujours reléguée au second plan. Maître Dubois avait ouvert le testament d'une voix solennelle. Les premières dispositions concernaient des legs mineurs, le personnel, les œuvres de charité, quelques amis proches. Puis était venu le moment crucial de la succession principale. À ma femme Diane et à mon fils Thomas, je lègue conjointement 40% des parts de l'Empire Beaumont. Diane avait froncé les sourcils. 40% seulement ? Elle, qui s'attendait à tout hériter, s'était redressée sur son siège, l'inquiétude perçant dans sa voix. Et les 60% restants, maître ? Le notaire avait ajusté ses lunettes avec un petit sourire mystérieux. Les 60% restants sont légués à la Fondation Philippe Beaumont, dont l'identité du bénéficiaire effectif sera révélée en temps voulu, selon les dispositions testamentaires. Le silence qui avait suivi cette annonce était plus lourd qu'un orage d'été. Thomas était devenu livide, comprenant soudain qu'il ne dirigerait jamais l'empire familial. Diane, elle, était entrée dans une colère froide qui promettait des batailles juridiques sans merci. « C'est inadmissible. Philippe n'était pas dans son état normal. Nous contesterons ce testament. » Mais Maître Dubois avait secoué la tête avec le calme de celui qui avait prévu cette réaction. « Madame Beaumont, votre mari était parfaitement lucide. Tous les examens médicaux et psychiatriques l'attestent. Ce testament est inattaquable. » Pendant les mois qui avaient suivi, Diane et Thomas avaient engagé les meilleurs avocats de Paris pour tenter de faire annuler ces dispositions. En vain. Philippe avait tout prévu, chaque détail blindé juridiquement.
La mystérieuse fondation existait bel et bien, enregistrée aux Bahamas avec des statuts impénétrables. Ce que ni Diane ni Thomas ne savaient, c'est que Manon assistait à toutes leurs manœuvres depuis l'ombre. Chaque jeudi matin, elle se rendait discrètement dans un petit bureau anonyme de la rue Saint-Honoré, où Maître Dubois lui faisait le point sur les tentatives de contestation. Chaque jeudi, elle apprenait un peu plus l'étendue de son nouveau pouvoir. « Vous contrôlez tout, madame », lui avait expliqué le notaire lors de leur 3e rendez-vous. Les hôtels, les restaurants, les spas, même la villa familiale appartient désormais à la fondation. Officiellement, Diane et Thomas dirigent encore l'entreprise, mais chaque décision importante doit être validée par vous. Manon avait découvert avec stupéfaction qu'elle possédait un empire évalué à plus de 200 millions d'euros. Philippe lui avait légué bien plus qu'une entreprise, un pouvoir absolu sur ceux qui l'avaient humilié. Les premiers mois, elle s'était contentée d'observer. Diane tentait de diriger l'empire comme un royaume personnel, multipliant les dépenses somptuaires et les décisions catastrophiques. Thomas, lui, se comportait en prince héritier, dilapidant l'argent de l'entreprise en voitures de sport et voyages de luxe. Manon avait commencé par de petites interventions. Un refus discret pour l'achat d'un yacht de 15 millions. Un veto silencieux pour la rénovation inutile du bureau de Diane. Des blocages budgétaires que la famille attribuait aux nouvelles restrictions imposées par la mystérieuse fondation. Ces gens sont impossibles, s'emportait régulièrement Diane lors des dîners familiaux. Ils bloquent tous nos projets. Philippe nous a trahis en léguant nos affaires à des inconnus. Manon acquiesçait silencieusement, jouant parfaitement son rôle de belle-fille compatissante. Parfois, elle se permettait même de suggérer innocemment. Peut-être pourriez-vous négocier avec eux, leur expliquer vos besoins. L'ironie de la situation la délectait. Il la supplia souvent d'intercéder en leur faveur, persuadée qu'en tant que veuve du fondateur, elle pourrait avoir une influence sur les mystérieux propriétaires. « Manon, tu pourrais peut-être user de ton statut de belle-fille pour les convaincre ?» lui avait demandé Thomas la semaine précédente, désespéré de voir ses demandes de financement refusées. Elle avait promis d'essayer, savourant secrètement ce moment où son mari lui demandait de l'aide pour récupérer son propre argent. Mais aujourd'hui, après la fête de son divorce, Manon savait que le temps de la discrétion était révolu. Demain matin, Diane et Thomas recevraient la visite de Maître Dubois, qui leur révélerait enfin l'identité de leur mystérieuse propriétaire. Demain, ils découvriraient que la petite employée qu'ils avaient chassée était en réalité leur patronne depuis 1 an. Et Manon avait hâte de voir leur visage quand la vérité éclaterait enfin. Le matin suivant la fête, Manon se réveilla dans son petit appartement avec une sensation étrange de liberté. Plus de masque à porter, plus de sourire forcé, plus de silence humiliant. Aujourd'hui marquait le début de sa vraie vie. À 9 heures précises, son téléphone sonna. Maître Dubois, ponctuel comme toujours. « C'est fait, madame. Les convocations ont été remises en main propre. Madame Diane et monsieur Thomas vous attendent dans le bureau de feu votre beau-père à 14 heures. » Manon raccrocha en souriant. Elle imagina parfaitement la scène. Diane découvrant la convocation officielle. Thomas paniquant, en réalisant que leur nouveau propriétaire réclamait enfin une rencontre. Ils avaient passé 1 an à critiquer ces mystérieux investisseurs. Et maintenant, ils allaient enfin découvrir leur visage. En attendant l'heure fatidique, Manon décida de s'offrir un petit plaisir. Elle appela la réception du Beaumont Palace. « Bonjour, ici Manon Beaumont. Je souhaiterais annuler la réservation de la suite présidentielle au nom de Madame Diane Beaumont pour ce week-end. » « Bien, madame. Puis-je connaître le motif ? » Restrictions budgétaires imposées par la direction générale. Ce petit mensonge lui procura une satisfaction délicieuse. Diane avait prévu d'emmener ses amis du bridge passer un week-end de luxe aux frais de l'entreprise. Elle allait avoir une belle surprise. À midi, nouveau coup de téléphone, cette fois à la concession Mercedes. « Bonjour, je vous appelle concernant la commande de monsieur Thomas Beaumont. La direction souhaite annuler l'achat de la nouvelle AMG. Merci de votre compréhension. » Manon savait que Thomas attendait cette voiture depuis des mois, s'en vantant déjà auprès de ses amis golfeurs. La déception serait à la hauteur de son arrogance. L'après-midi arriva enfin. Manon se dirigea vers l'hôtel Beaumont Palace, son cœur battant d'une anticipation délicieuse. Dans le hall qu'elle connaissait si bien, elle croisa Jacques, le concierge qui l'avait toujours traité avec respect.
Madame Manon, quelle joie de vous revoir. Vous nous avez manqué. » Ces mots simples lui réchauffèrent le cœur. Au moins, certaines personnes avaient su reconnaître sa valeur. Elle monta au dernier étage, vers le bureau directorial. Devant la porte en acajou massif, elle prit une profonde inspiration. De l'autre côté, elle entendait les voix tendues de Diane et Thomas. « Je ne comprends pas pourquoi ils veulent nous rencontrer maintenant, » murmurait Thomas. « Tu crois qu'ils vont nous virer ? Tais-toi, » sifflait Diane. « Nous sommes les Beaumont. Personne n'ose nous chasser de notre propre entreprise. » Manon frappa 3 coups et entra sans attendre de réponse. Le silence qui accueillit son apparition fut assourdissant. Diane, installée dans le fauteuil de Philippe, comme si c'était un trône, la regarda avec un mélange de surprise et d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as plus rien à faire ici !» Manon s'avança calmement vers le bureau, sortit une chemise de documents de son sac et la posa délicatement sur le cuir vert. « Au contraire, Diane, j'ai tout à faire ici. » Thomas fronça les sourcils, perturbé par l'assurance nouvelle de son ex-femme. « De quoi tu parles ? Nous attendons les vrais propriétaires. » Manon s'installa dans le fauteuil face au bureau, celui qu'elle occupait autrefois quand Philippe lui expliquait les subtilités de la gestion hôtelière. Son calme contrastait avec la nervosité palpable de ses interlocuteurs. « Les vrais propriétaires ?» répéta-t-elle avec un sourire énigmatique. « Thomas, je pense qu'il est temps que tu rencontres enfin ta patronne. » Elle ouvrit la chemise et en sortit le premier document, l'acte de constitution de la Fondation Philippe Beaumont. Puis le second, sa nomination comme administratrice unique. Enfin le troisième, la répartition des parts qui faisait d'elle la propriétaire de 60% de l'Empire. « Surprise, » dit-elle simplement. Diane se leva si brusquement que son fauteuil bascula. Ses mains tremblaient en saisissant les documents, ses yeux parcourant les lignes avec une incrédulité grandissante. « C'est impossible. Philippe n'aurait jamais. » « Toi ?» Thomas, livide, regardait alternativement les papiers, et Manon comme si elle venait de se transformer en créature fantastique. « Tu veux dire que, depuis 1 an, c'était toi qui bloquait vos dépenses excessives, qui refusait vos projets irréfléchis, qui vous empêchait de dilapider l'héritage de Philippe ?» Manon hocha la tête avec satisfaction. « Exactement. » La vérité frappa Diane comme une gifle. La petite belle-fille qu'elle avait humiliée, chassée, méprisée, était en réalité sa patronne depuis 12 mois. Et maintenant, cette patronne venait réclamer ses comptes. 3 semaines après la révélation explosive, Manon dirigeait enfin ouvertement l'Empire Beaumont depuis le bureau de Philippe. Les murs lambrissés qui avaient autrefois intimidé la jeune épouse téméraire étaient maintenant témoins de sa transformation en femme d'affaires respectée. Ce matin-là, elle étudiait les plans de rénovation du Beaumont-Cannes quand sa secrétaire frappa à la porte. « Madame, Monsieur Alexandre Moreau de cabinet Moreau Architecture vous attend. » Manon leva les yeux de ses dossiers. Elle avait entendu parler de cette agence prestigieuse, spécialisée dans la rénovation d'hôtels de luxe. L'homme qui entra était différent de ce qu'elle attendait. La quarantaine élégante, des yeux verts intelligents et une simplicité naturelle qui tranchait avec l'arrogance habituelle des architectes parisiens. « Madame Beaumont, » dit-il en lui serrant la main avec une poignée ferme. « J'ai beaucoup entendu parler de votre vision moderne de l'hôtellerie. Vos innovations au palace font déjà école. » Cette reconnaissance professionnelle toucha Manon plus qu'elle ne l'aurait cru. Depuis des semaines, elle ne croisait que des regards méfiants ou intéressés, jamais d'admiration sincère pour son travail. Ils passèrent l'après-midi à discuter des projets de modernisation. Alexandre proposait des solutions audacieuses mais respectueuses du patrimoine, exactement l'équilibre que cherchait Manon. Leur collaboration se développa naturellement au fil des semaines suivantes. Un soir de juin, alors qu'il finalisait les plans du spa du Beaumont-Nice, Alexandre leva les yeux de ses dessins. « Puis-je vous poser une question indiscrète ? Comment une femme si jeune a-t-elle acquis une telle maîtrise de ce métier ?» Manon hésita, puis décida de dire la vérité. Elle lui raconta Philippe, son affection paternelle, les leçons prodiguées avec patience, le testament qui avait bouleversé sa vie. « Il a vu en moi ce que sa propre famille refusait de voir », conclut-elle avec émotion. Alexandre l'écoutait avec une attention rare, sans jugement ni calcul, juste une empathie sincère qui réchauffa le cœur de Manon. « Vous avez de la chance d'avoir eu un mentor pareil.
et lui a eu de la chance de vous trouver. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Alexandre devint son confident, celui avec qui elle pouvait parler sans masque. Il l'aidait à prendre les bonnes décisions, la rassurait dans les moments de doute, célébrait ses victoires sans arrière-pensée. Un soir d'orage, alors qu'il travaillait tard dans le bureau, l'électricité tomba. Dans la lueur vacillante des bougies d'urgence, Alexandre prit doucement la main de Manon. « Je ne voudrais pas briser notre collaboration, mais je dois vous dire quelque chose. » Le cœur de Manon s'accéléra. Dans ses yeux verts, elle lisait une tendresse qu'elle n'avait jamais vue chez Thomas. « Je suis tombé amoureux de votre intelligence, de votre courage, de la façon dont vous transformez chaque défi en opportunité. » Pour la première fois depuis des années, Manon se sentit vraiment désirée pour qui elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Leur premier baiser eut lieu dans ce bureau chargé d'histoire, sous le regard bienveillant du portrait de Philippe. Manon comprit enfin ce qu'était l'amour véritable. Non pas la passion aveugle qu'elle avait cru vivre avec Thomas, mais cette complicité profonde qui unit deux âmes. Leur bonheur naissant fut brutalement interrompu une semaine plus tard. Thomas fit irruption dans le bureau sans prévenir, le visage déformé par une rage que Manon ne lui avait jamais connue. « Alors comme ça, tu as déjà trouvé un remplaçant ?» Alexandre se leva calmement, mais Thomas était déjà lancé dans une tirade venimeuse. « Tu crois que je vais laisser ma femme se pavaner avec le premier arrivé ? Tu me dois le respect. Ex-femme, » corrigea Manon froidement. « Et je ne te dois plus rien, Thomas. » Mais Thomas avait perdu toute mesure. La découverte du pouvoir réel de Manon, ajoutée à la jalousie de la voir heureuse avec un autre homme, avait fait exploser ses dernières digues. « Tu vas le regretter. Je vais détruire la carrière de ton gigolo. Plus aucun hôtel de luxe ne voudra de lui quand j'aurai fini. » Alexandre esquissa un sourire ironique qui ne fit qu'attiser la fureur de Thomas. « Monsieur Beaumont, je crains que vous ne survaluiez votre influence dans le milieu. » Ces mots, prononcés avec un calme olympien, firent comprendre à Thomas l'ampleur de son erreur. Il venait de menacer l'homme aimé par la femme qui contrôlait désormais son avenir. Et cette femme n'était plus la petite épouse soumise qu'il avait connue. Le lendemain de la confrontation avec Thomas, Manon convoqua une réunion familiale extraordinaire. L'heure était venue de clarifier définitivement les règles du jeu. Dans le bureau de Philippe, elle avait disposé tous les documents légaux sur la table d'acajou, créant une mise en scène théâtrale qui ne devait rien au hasard. Diane arriva la première, arborant un tailleur rouge écarlate qui semblait défier le monde entier. Malgré les révélations des dernières semaines, elle gardait cette prestance hautaine qui l'avait toujours caractérisée. Thomas la suivit, visiblement nerveux, évitant soigneusement le regard de son ex-femme. « Puisque nous devons cohabiter professionnellement, » commença Manon en s'installant dans le fauteuil directorial, « il me semble nécessaire d'établir certaines règles. » Diane se redressa, retrouvant instantanément son attitude combative. « Des règles ? Tu oublies que nous sommes chez nous ici. Philippe était mon mari, Thomas est son fils. » Le sourire de Manon se fit plus froid qu'un matin d'hiver. « Justement, parlons de Philippe. » Elle ouvrit la première chemise et en sortit un document que ni Diane ni Thomas n'avaient jamais vu. Une lettre manuscrite de Philippe, datée de quelques jours avant sa mort. « Philippe m'a écrit ceci avant de mourir. Voulez-vous que je vous lise ses dernières volontés concernant sa famille ?» Sans attendre de réponse, Manon commença sa lecture d'une voix claire qui résonna dans le silence tendu. « Ma chère Manon, si tu lis cette lettre, c'est que le moment est venu de révéler mes dernières volontés. J'ai observé ma famille pendant des années, et j'ai compris que ni ma femme ni mon fils ne comprennent la valeur du travail et du respect. » Diane se crispa, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil. Diane a toujours vu mon entreprise comme un distributeur automatique d'argent, Thomas comme un terrain de jeu pour ses caprices. Toi, tu as vu ce qu'elle pourrait devenir avec de l'amour et de l'intelligence. Thomas tenta d'interrompre, mais Manon continua impitoyablement. C'est pourquoi je te lègue la majorité de mes parts. Non pas par caprice, mais parce que tu es la seule à mériter cet héritage. Tu es la fille que j'aurais aimé avoir. Celle qui comprend que diriger une entreprise, c'est servir, pas se servir. Le silence qui suivit était assourdissant. Diane avait perdu toute couleur, réalisant enfin que Philippe l'avait jugée et trouvée indigne. Thomas fixait le sol, incapable d'affronter cette vérité brutale. Manon referma la lettre
et la rangea soigneusement. Maintenant que les choses sont claires, voici mes décisions. Diane, vous continuerez à travailler ici, mais comme responsable des relations publiques, sous ma supervision directe. Thomas, vous dirigerez l'hôtel de Cannes, également sous contrôle strict. Diane explosa, sa façade aristocratique s'effritant d'un coup. Tu n'as pas le droit. Nous ne sommes pas tes employés. Manon se leva lentement, dominant la pièce de toute sa hauteur. Détrompez-vous. Vous êtes exactement mes employés. Et si mes conditions ne vous conviennent pas, la porte est là. Elle ouvrit un autre dossier, révélant les contrats de travail qu'elle avait fait préparer. Salaire correct, responsabilité définie, objectif clair. Philippe voulait que vous restiez dans l'entreprise familiale, mais comme contributeur, pas comme parasite. Thomas releva enfin la tête, une lueur de défi dans les yeux. Et si nous refusons? Le sourire de Manon devint franchement dangereux. Alors vous quittez l'entreprise immédiatement, sans indemnité, et vous rendez les clés de la villa qui appartient à la fondation. Vous avez 24 heures pour décider. L'ultimatum claqua dans l'air comme un coup de fouet. Diane et Thomas comprenaient enfin qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir de négociation. La petite belle-fille qu'ils avaient humiliée tenait désormais leur avenir entre ses mains. Une dernière chose, ajouta Manon, en se dirigeant vers la porte. Si l'un de vous s'avise de nuire à Alexandre ou à quiconque travaille avec moi, les conséquences seront immédiates et définitives. Ai-je été suffisamment claire? Dans le silence pesant qui accueillit sa question, Manon sut que le message était passé. Elle quitta le bureau, laissant derrière elle 2 personnes qui découvraient enfin le vrai prix de leurs années d'arrogance. Le règne de Manon Beaumont venait officiellement de commencer. Les 24 heures d'ultimatum s'écoulèrent dans un silence pesant. Manon passa cette journée dans son bureau, observant par la baie vitrée les allées et venues du personnel de l'hôtel. Chaque employé qu'elle croisait la saluait maintenant, avec un respect mélangé de curiosité. L'histoire de la belle-fille devenue patronne avait fait le tour de tous les établissements Beaumont. Alexandre était venu la rejoindre en fin d'après-midi, apportant avec lui cette sérénité dont elle avait tant besoin. « Tu as des regrets ?» lui demanda-t-il, en s'installant dans le fauteuil en face du bureau. Manon réfléchit longuement avant de répondre. Le pouvoir qu'elle exerçait maintenant était grisant, mais il avait un goût d'amertume qu'elle n'avait pas anticipé. Je me demande parfois ce que Philippe aurait pensé de tout cela. Il aurait été fier de toi. Tu fais exactement ce qu'il espérait. Protéger son œuvre tout en donnant une chance à sa famille de se racheter. Le lendemain matin, à 9 heures précises, Diane et Thomas se présentèrent dans le bureau. Leurs visages tirés trahissaient une nuit blanche passée à mesurer l'ampleur de leur situation. Diane avait troqué ses tailleurs haute couture contre une tenue plus sobre, première concession visible à sa nouvelle condition. « Nous acceptons », annonça-t-elle d'une voix blanche, chaque mot semblant lui coûter un effort surhumain. Thomas se contenta d'acquiescer, le regard fuyant, incapable de soutenir les yeux de celle qui avait été sa femme et était devenue sa patronne. Manon ouvrit les contrats de travail qu'elle avait fait préparer. Des documents en règle, avec des salaires décents, mais sans les privilèges exorbitants dont ils avaient abusé pendant des années. « Diane, votre premier objectif sera d'organiser la soirée de lancement de notre nouveau spa à Nice. Budget de 50 000 €, pas un centime de plus. Thomas, vous commencerez lundi prochain à Cannes. L'hôtel a perdu 15% de sa clientèle cette année. Je veux un plan de redressement dans 15 jours. En signant ces contrats, Diane et Thomas abdiquaient officiellement leur statut d'héritier pour devenir de simples employés. L'ironie de la situation n'échappait à personne. La femme qu'ils avaient traitée en intruse dirigeait maintenant leur destinée. Les semaines qui suivirent révélèrent des aspects inattendus de cette nouvelle configuration. Diane, privée de ses caprices financiers, découvrait qu'elle avait réellement du talent pour l'organisation d'événements. Sans la pression de maintenir un train de vie extravagant, elle retrouvait une créativité qu'elle avait oubliée. Thomas, contraint de travailler pour la première fois de sa vie, apprenait péniblement les réalités du terrain. Manon recevait chaque semaine des rapports détaillés sur ses progrès. D'abord catastrophiques, puis progressivement moins désastreux. Un matin de septembre, Manon reçut un appel inattendu de Diane. « Manon, j'aimerais te parler, en privé. » Elles se retrouvèrent dans le petit salon de thé de l'hôtel, lieu neutre où elles avaient autrefois partagé quelques moments de paix relatifs.
Diane semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois, mais son regard avait perdu cette dureté hautaine qui la caractérisait. « Je voulais te présenter mes excuses, » dit-elle simplement, « pour tout, pour la façon dont je t'ai traité, pour les humiliations, pour cette fête immonde. » Manon observa cette femme qui avait été son bourreau pendant 3 ans. Les excuses sonnaient sincères, teintées d'une humilité nouvelle. « Philippe avait raison, » continua Diane. « J'ai toujours vu l'entreprise comme un moyen de financer mes caprices. Je n'ai jamais compris qu'il fallait la servir pour qu'elle nous serve. Tu l'as compris, toi. » Ces mots, Manon les avait attendus pendant des années. Maintenant qu'ils étaient prononcés, elle réalisait qu'ils ne lui procuraient pas la satisfaction escomptée. La vengeance parfaite avait un goût de cendre. « Diane, le passé est le passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. » En quittant le salon de thé, Manon comprit que sa victoire était complète, mais qu'elle devrait maintenant apprendre à vivre avec les conséquences de son triomphe. Être dans son bon droit ne rendait pas toujours les choses plus simples. Ce soir-là, dans les bras d'Alexandre, elle murmura les mots qui résumaient parfaitement son état d'esprit. « J'ai gagné, mais je ne sais pas encore si j'ai choisi la bonne bataille. » 6 mois après sa prise de pouvoir, Manon contemplait les rapports trimestriels éparpillés sur son bureau. Les chiffres étaient éloquents. L'Empire Beaumont n'avait jamais été aussi prospère. Sous sa direction, chaque hôtel avait retrouvé sa splendeur. Les innovations qu'elle avait impulsées attiraient une clientèle internationale. Et même les employés semblaient plus épanouis. Pourtant, quelque chose la tracassait. Cette réussite professionnelle incontestable s'accompagnait d'une solitude qu'elle n'avait pas anticipée. Être craintée plutôt qu'aimée, respectée plutôt que comprise, dirigeait vers un isolement qu'elle découvrait chaque jour davantage. Alexandre la rejoignit pour le déjeuner, comme chaque vendredi depuis 2 mois. Il était devenu bien plus qu'un amoureux, un conseiller, un confident, celui qui osait encore la contredire quand nécessaire. « Tu as l'air préoccupé », observa-t-il en s'installant dans le canapé de cuir du bureau. « Je pense à Philippe, à ce qu'il aurait voulu vraiment. » Elle lui montra une photo encadrée sur son bureau. Philippe entouré de toute sa famille lors du dernier Noël qu'ils avaient repassé ensemble. Malgré leurs défauts, Diane et Thomas souriaient sincèrement, et Philippe rayonnait de bonheur patriarcal. Il aimait sa famille, malgré tout. Sa lettre était dure, mais elle venait d'un homme blessé, pas d'un homme vindicatif. Alexandre acquiesça, comprenant où elle voulait en venir. « Tu penses que ta justice est allée trop loin ? » Non, elle était nécessaire. Mais peut-être que le moment est venu de montrer que la vraie force, c'est savoir quand arrêter de frapper. Cette conversation marqua un tournant dans la réflexion de Manon. Les jours suivants, elle observa différemment Diane et Thomas. Sa belle-mère avait organisé avec brio la soirée de lancement du spa niçois, dépassant même les espérances en termes de couverture médiatique. Thomas, lui, commençait à montrer des signes encourageants à Cannes. Son rapport mensuel révélait une amélioration notable de la satisfaction client. Un matin d'octobre, Manon prit une décision qui surprit tout le monde, elle la première. Elle convoqua Diane et Thomas pour une réunion exceptionnelle, mais cette fois dans le salon privé de la villa familiale, pas dans le bureau directorial. « Je vous ai demandé de venir ici parce que cette maison était celle de Philippe, et qu'il est temps d'honorer sa mémoire autrement que par la punition. » Diane et Thomas échangèrent un regard perplexe, ne sachant à quoi s'attendre. Vos performances de ces derniers mois montrent que vous avez compris la leçon. Diane, votre travail sur les événements est remarquable. Thomas, tes progrès à Cannes sont encourageants. Elle marqua une pause, mesurant ses mots avec soin. Philippe vous aimait. Il était déçu, blessé, mais il vous aimait. En tant que gardienne de son héritage, je pense qu'il est temps de vous offrir une seconde chance véritable. Elle sortit de sa mallette 2 nouveaux contrats. Diane, je vous propose de devenir directrice générale des événements pour tous nos établissements. Thomas, si tes résultats continuaient de s'améliorer, tu pourrais diriger l'ensemble de nos hôtels de la Côte d'Azur d'ici 1 an. Le silence qui suivit était chargé d'incrédulité. Diane, pour la première fois depuis des mois, eut les larmes aux yeux. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Après tout ce que nous t'avons fait subir ?» Manon sourit, retrouvant pour la première fois depuis longtemps une sérénité qu'elle avait cru à jamais perdue. Parce que Philippe m'a appris que diriger, ce n'est pas dominer.
c'est révéler le meilleur chez les autres. Vous avez du talent, vous l'avez prouvé. Il serait stupide de ma part de gâcher ses compétences par rancune. Thomas releva la tête, son regard exprimant une reconnaissance qu'elle ne lui avait jamais vue. Tu nous donnes plus que nous ne méritions. Non, je vous donne ce que Philippe aurait voulu que vous ayez. Une chance de le rendre fier, même après sa mort. En signant ces nouveaux contrats, quelque chose se libéra dans l'atmosphère familiale. Pour la première fois depuis des années, ils se trouvaient réunis non pas par l'obligation ou la contrainte, mais par un projet commun et une reconnaissance mutuelle. Ce soir-là, Alexandre trouva Manon sur la terrasse de son appartement, contemplant les lumières de Paris. « Tu es en paix ?» lui demanda-t-il en la prenant dans ses bras. « Oui. Pour la première fois depuis la mort de Philippe, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Pas ce qui me faisait plaisir, ce qu'il fallait. » Dans l'étreinte d'Alexandre, Manon comprit qu'elle venait de remporter sa plus belle victoire. Non pas la soumission de ses ennemis, mais leur transformation en alliés. 2 ans plus tard, un samedi de juin radieux, la Villa Beaumont résonnait d'une toute autre ambiance que celle de la tristement célèbre fête de divorce. Cette fois, les rires étaient sincères, les sourires authentiques, et la joie qui flottait dans l'air n'avait rien de forcé. Manon se tenait sur la terrasse principale, resplendissante dans sa robe de mariée en soie ivoire, contemplant les invités qui évoluaient dans le jardin. 300 personnes étaient venues célébrer son union avec Alexandre. Dirigeants d'hôtels, architectes renommés, employés fidèles et même quelques anciens adversaires devenus respectueux collègues. À ses côtés, Alexandre ajustait sa cravate avec cette élégance naturelle qui l'avait séduite dès leur première rencontre. Dans quelques minutes, ils échangeraient leurs vœux dans ce même jardin où, il y a 2 ans, on célébrait sa chute présumée. « Madame la Présidente, tout est prêt », annonça Diane en s'approchant, radieuse dans son tailleur rose poudré. Le titre n'était pas usurpé. Manon dirigeait désormais ouvertement l'Empire Beaumont, qui était devenu sous sa direction la première chaîne hôtelière indépendante de France. Mais surtout, elle avait transformé ses anciens bourreaux en alliés précieux. Diane s'était révélée être une organisatrice d'événements exceptionnels. Son réseau mondain, autrefois source de frivolité, était devenu un atout commercial majeur. Elle dirigeait maintenant toute la communication de l'entreprise avec un professionnalisme que même Manon n'avait pas anticipé. Thomas apparut au bout de l'allée, escortant dignement la mère d'Alexandre vers ses places d'honneur. Lui aussi avait trouvé sa voie. Après avoir redressé l'hôtel de Cannes, il dirigeait maintenant avec succès l'ensemble de la division Côte d'Azur. Le travail lui avait donné cette confiance en soi que l'oisiveté lui avait toujours refusée. Papa Philippe aurait été si fier, murmura Diane en regardant l'assemblée. Ces mots touchèrent Manon au cœur. Au centre du jardin, sous une arche de roses blanches, trônait un portrait de Philippe souriant. Manon avait tenu à sa présence symbolique lors de cette journée qui marquait l'accomplissement de tous ses rêves. La cérémonie fut d'une beauté simple et émouvante. Quand Alexandre glissa l'alliance à son doigt, Manon sentit que sa transformation était enfin complète. Elle n'était plus la femme blessée qui planifiait sa vengeance dans une voiture sombre. Elle était devenue celle qu'elle avait toujours rêvé d'être, respectée, aimée, épanouie. Le moment le plus touchant arriva lors des discours. Thomas se leva, visiblement ému, et prit la parole d'une voix tremblante d'émotion. « Manon, tu aurais eu tous les droits de nous détruire. Au lieu de ça, tu nous as appris à nous dépasser. Tu as honoré la mémoire de mon père mieux que nous n'avons jamais su le faire. » L'assemblée applaudit chaleureusement, mais Manon n'avait Dieu que pour le portrait de Philippe. Elle aurait juré voir son sourire s'élargir dans le cadre doré. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Manon dansait avec Alexandre sous les guirlandes lumineuses, quand une surprise l'attendait encore. Diane s'approcha, tenant dans ses mains un petit coffret de velours bleu. « Philippe m'avait demandé de te remettre ceci le jour de ton mariage. Il savait que ce jour viendrait, d'une façon ou d'une autre. » À l'intérieur du coffret reposait un collier de perles anciennes, accompagné d'une dernière lettre de Philippe. Manon la lut avec des larmes de bonheur aux yeux. « Ma chère fille, si tu portes ce collier aujourd'hui, c'est que tu as trouvé le bonheur que tu mérites. Je savais que ton cœur était trop grand pour se contenter de la vengeance. Tu as transformé ma famille comme tu as transformé mon entreprise, avec amour, patience et intelligence.
Alors qu'Alexandre attachait délicatement le collier autour de son cou, Manon réalisa l'ampleur du chemin parcouru. De cette soirée d'humiliation était née une femme plus forte, plus sage, plus accomplie. Le lendemain matin, dans leur suite de la villa transformée en nid d'amour, Manon contemplait les jardins baignés de soleil. Alexandre dormait paisiblement à ses côtés, et dans quelques heures, ils partiraient pour leur lune de miel en Toscane. Sur la table de chevet, une dernière surprise l'attendait. Le faire-part de naissance de leur futur établissement, l'école Philippe Beaumont, destinée à former les futurs dirigeants de l'hôtellerie française. Manon sourit en pensant à cette petite employée sans ambition qu'ils avaient cru chasser 2 ans plus tôt. Cette femme-là n'existait plus. À sa place se tenait Manon Beaumont-Moreau, femme d'affaires respectée, épouse comblée et héritière digne de l'homme qui avait cru en elle. Sa plus belle vengeance avait finalement été de leur prouver qu'ils s'étaient trompés sur toute la ligne, et que l'amour, au final, triomphe toujours sur la haine.